Bon matin, philosopheux en bedaine. Je voulais juste faire une petite vidéo sur le modèle océan. En psychologie, je m'intéresse beaucoup à la psychologie ces temps-ci en tant qu'anthropologue et philosophe en bedaine. Comment dire, c'est comme une évolution naturelle, là, un peu passé de la philosophie à l'anthropologie. J'ai jamais été diplômé de psychologie, mais l'anthropologie, c'est très sciences humaines. Donc, il y a énormément de liens à faire au niveau des théories. Je dirais on pourrait même parler de, comment dire, les gens parlent souvent des maladies mentales individuelles, mais ils parlent pas des maladies mentales des sociétés. Mais en anthropologie, on le fait. Il y a même une branche d'anthropologie médicale qui s'intéresse vraiment à des problèmes. Bah, écoute, c'est compliqué là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont des approches individualistes quand même, qui vont plutôt juste cerner l'individu malade dans son contexte social, mais on peut aussi évidemment parler d'évolution sociale, d'évolution ethnique, surtout comment qu'un peuple lui-même traverse ses propres traumas, etc. Bref, les ponts sont faciles à faire et je m'intéresse beaucoup à ça. Et il y a quelque chose qui est ressorti que je trouve extrêmement solide scientifiquement au niveau des mesures, des études qui ont été faites, tout ça. Et c'est un modèle qui est assez facile à comprendre et qui... euh, c'est aussi facile à comprendre qu'est-ce qu'on peut changer dans notre personnalité pour être plus heureux avec ce modèle-là. Ça s'appelle le modèle Océan. Euh, Big Five aussi en anglais. Euh, Ouverture, conscienciosité, extroversion, agréabilité et neuroticisme. Je vous vends le punch dès le début. En gros, si tu montes les trois premières lettres puis tu descends les deux dernières, tu vas être plus heureux. Donc, ton ouverture, c'est ta tendance à être ouvert à de nouvelles expériences, ta tendance artistique aussi, ta tendance à vouloir peut-être voyager, découvrir de nouvelles choses, euh, même un peu aller vers les gens, ce qui est différent de l'extroversion un peu. Mais c'est-à-dire que on le retrouve aussi dans l'extroversion, mais dans l'ouverture aussi il y a ça. Finalement, c'est comme une approche par rapport à la vie versus une approche beaucoup plus axée sur la sécurité, la défensive, la méfiance d'autrui, qui peut, elle, évidemment, apporter un peu plus de malaise. Personne n'est 100% zéro, right? Tout le monde a un certain ratio et évidemment, il faut un minimum de sécurité. On a besoin de l'armée, sinon les barbares vont rentrer puis ils vont prendre le pouvoir puis ça va être une mafia, etc. Si ce n'est pas déjà. Bref, l'ouverture. L'extroversion, on pourrait justement peut-être un peu plus le voir précisément comme la tendance à aller vers les autres, mais c'est plus une question de contact avec le monde en général. Donc c'est comment ton esprit est tourné vers le monde et comment il se nourrit du monde. Un mental trop introverti peut finalement tourner en rond dans lui-même. Encore une fois, c'est pas du 100%, 0%, ça prend de rentrer dedans de soi-même et dépendamment de la combinatoire de ces cinq-là, l'introversion peut être très bonne. Euh, mais c'est ça. De façon générale, les gens qui vont avoir une plus grande extraversion ou un équilibre sain vers l'extraversion vont être plus heureux parce qu'ils vont se nourrir du monde, ils vont apprendre des choses dans le monde, etc. C'est quand même assez lié au premier point d'une certaine façon. Mais le premier, c'est plus une question d'ouverture d'esprit, puis le deuxième, c'est plus une question de direction de l'esprit. Le 3 c'est pas, ce que je sautais à la troisième lettre, j'ai fait le E, c'est le modèle océan, on commence en général avec O, C, E. Donc la conscienciosité, ben justement, ça a un peu plus rapport à l'ordre des choses, ça a un peu plus rapport à la discipline, à être conscient de son environnement, à être attentif. Donc, tu peux avoir une très grande conscienciosité intérieure, par exemple, une très grande conscienciosité extérieure. C'est quasiment le volume que tu accordes à ta sensibilité en général, mais aussi à ta discipline par rapport à celle-ci. Comment tu réussis à structurer cela, puis comment t'es pas finalement envahi par un chaos qui te rend fou, mais que tu es en contrôle de la situation, relativement parlant. En général, augmenter le contrôle va diminuer l'anxiété aussi, diminuer l'angoisse, mais
faut faire attention. Je suis pas en train de parler de contrôle comme dans la dernière lettre, neuroticisme. Je suis en train de parler de contrôle dans le sens discipline, dans le sens attention, dans un sens même méditatif. Peut-être que conscienciosité, c'est le meilleur synonyme d'une sorte de méditation constante dans la vie. Donc, comme je disais, ces trois-là, en général, on a tendance à vouloir les augmenter. En général, il y a des gens qui l'ont déjà très haut et qui mériteraient peut-être de le descendre un peu. Il y a des gens extrêmement ouverts que peut-être ce serait bien qu'ils soient un petit peu plus sécures dans leur vie, qui barrent la porte des fois, je sais pas, qui pourraient se ramasser à se faire violer, tuer, kidnapper parce qu'ils ont une ouverture qui est comme ridicule, et avec souvent un manque de conscienciosité, évidemment. Bref. Et après, on va aller vers A et N, donc l'agréabilité et le neuroticisme. Je vais commencer avec le neuroticisme, qui est la tendance à voir les choses de façon négative. Encore une fois, ça peut être un peu lié au côté un peu sécurité dont je parlais tantôt. Le neuroticisme, on va le voir dans la capacité à déceler un problème, puis voir qu'il y a un problème à régler. Donc, encore une fois, on ne le veut pas nécessairement à zéro, on le veut pas à 100, on le veut pas comme complètement exacerbé, mais on le veut pas nécessairement à zéro non plus, parce que, comment dire, dans certains langages psychanalytiques, on pourrait dire, oui, la neurose, la névrose, c'est complètement négatif, mais cela dit, ça demeure des nœuds dans une personnalité qui sont complètement normaux, et tant aussi longtemps que tu n'es pas un Bouddha illuminé, tu vas en avoir. Donc, il ne faut pas non plus, devenir trop ascétique par rapport à la tendance neurotique en nous, parce que là, on peut faire éclater la personnalité puis se ramasser dans un état de folie. C'est un peu comme je parlais initialement des peuples, je peux faire une analogie à ce moment-ci. C'est un peu ce que souvent j'ai comme débat avec des gens quand je leur dis que c'est normal le racisme, que c'est normal, comme si je dis que c'est normal le racisme par exemple, ben, je vais donner un exemple concret. Un écureuil c'est raciste, un écureuil ça voit un chat, puis ça juge automatiquement le chat comme étant un ennemi, ça se sauve, ça court, ça prend pas le temps de demander à cet individu-là c'est quoi ses positions politiques, etc. Puis ça, c'est un des grands problèmes de le blame game, là, la tendance à blâmer, à créer de la culpabilité par ce qu'on appelle un peu de façon moderne les ultra woke, ou peu importe comment on veut les appeler. Là. C'est juste, dans le fond, c'est parce que, bon, okay, le woke, là, c'est un mouvement à la base qui vient des Noirs des États-Unis qui veut essentiellement dire sois conscient, c'est la conscienciosité, hein, le woke, c'est sois conscient de ton environnement de façon à ce que quelqu'un pourrait te tuer puis lui s'en sortirait, je disais, j'ai eu un petit problème technique. Donc c'est ça, un blanc pourrait tuer un noir puis lui s'en sortirait légalement puis l'autre serait mort, tu sais. Même affaire avec un policier, bon, etc. Donc le mouvement woke à la base est un mouvement extrêmement légitime de survie des noirs afro-américains. Bon, là maintenant, on rentre dans un monde où tout le monde est offensé, prend la défense de gens qui sont même pas les leurs, et ça devient juste une obsession à mettre le blâme sur quelqu'un. Fait que, je reviens donc à l'exemple de l'écureuil, qui spontanément voit quelqu'un, prend pas le temps de lui demander c'est quoi son opinion politique, puis se sauve, c'est une forme de racisme, right? Donc, si on dit que c'est normal, le racisme, on n'est pas en train de dire que c'est bien. On est en train de dire que c'est une normalité statistique et que c'est une normalité évolutive. C'est scientifiquement évident que c'est comme ça que la plupart du règne animal fonctionne, avec une certaine méfiance, qui revient à la notion de neuroticisme, c'est-à-dire de se défendre par rapport au monde hostile. Vous allez voir, encore une fois, comme je disais, les 3 qu'on peut monter au CE et 2 qu'on peut descendre à N sont liés ensemble. On pourrait un peu parler de 2 choses, à mon avis. Parce que justement, le neuroticiste qui va avoir une tendance à voir le côté négatif des choses et donc vouloir se créer une forme de protection, et donc, c'est là que je voulais en venir, que c'est normal d'un point de vue social d'avoir aussi des névroses. Tu sais, si, mettons, tu dis
je sais pas moi, il y a du racisme au Québec, ok, ce qui n'est pas la même affaire que de dire les Québécois sont racistes, et qui n'est surtout pas la même affaire que de dire que les Québécois c'est le peuple le plus raciste, ce qui est loin d'être vrai. On peut le mesurer par les crimes qui sont faits envers les immigrants, par exemple. Il y en a pas beaucoup. T'sais, si tu compares à comment... Je sais pas, moi, je vais te donner un exemple grossier. En Inde, il y a des places où c'est banal de violer une femme. Ben, pas au Québec. Est-ce que ça fait que le Québec a réglé un certain trouble en tant qu'ethnie? Là, je parle pas de politique, je parle pas du pays de l'Inde, mais je parle de la culture où est-ce que cette culture du viol-là est extrêmement développée, et du Québec où t'en as beaucoup moins. Tu sais, on peut parler des féminicides, on peut parler de plein de choses, mais il faut aussi être capable de parler de statistiques, de comparer des choses. L'idée qu'on va rentrer un jour dans un monde prochainement où il n'y en aura plus un seul raciste au Québec est absurde et elle n'est pas constructive. Si tu arrivais, mettons, devant quelqu'un qui a des troubles psychologiques, il va au psychologue, puis là, il dit au psychologue, écoute, moi, là, j'aimerais changer, je sais pas, moi, j'aime pas les femmes. Tu sais, je suis misogyne à fond, je les déteste. Le psychologue va pas faire comme, ok, ben là, t'es vraiment en cave, là, tu sais, sérieux, wake the fuck up, là, tu sais. C'est pas ça qu'il va... Il va travailler à tranquillement voir, ils sont où les névroses, sont où les problèmes, puis tendre vers la guérison. C'est un peu la même affaire qu'on fait avec un peuple, comme je disais d'emblée dans cette vidéo-ci. Il y a une grande familiarité entre les théories des sciences humaines d'une discipline à l'autre. Et une des grandes tendances des sciences humaines, c'est vouloir la guérison. Donc la psychologie, on pourrait dire que c'est le parfait exemple, parce que c'est quasiment juste de ça qu'on parle. Mais malheureusement, quand on parle des peuples, on tombe beaucoup plus dans une espèce de morale naïve où on juge puis on est condescendant envers des valeurs. Qu'en fait, il faut plutôt le voir comme on ne tire pas une fleur à pousser. Faut le voir comme tu peux pas forcer l'évolution sur l'autre personne. Tout ce que tu peux faire, c'est avoir un dialogue, puis échanger, puis partager, puis évoluer vers, comme un psychologue le ferait. Et donc, deux peuples dans des négociations au travers non seulement de leurs représentants officiels, mais aussi dans leurs interactions quotidiennes, vont mutuellement s'influencer. Les Français débarquent au Québec, ça influence les Québécois, ça influence la France aussi, parce que là, la France s'intéresse plus au Québec. Et les deux évoluent dans leur relation, les deux corrigent des trucs qui sont peut-être les yeux fermés sur eux-mêmes, pas si bons que ça. Et donc l'évolution, c'est bon aussi, mais c'est aussi naturel, ça se fait naturellement, on peut pas la forcer. Bref, ça suffit pour le neuroticisme, mais c'est juste de dire, faut pas voir cette tendance négative-là qu'on peut avoir à être névrotique de façon absolue et de façon morale, comme une espèce de... C'est fini, il n'y en aura plus de névrose, c'est plus toléré la névrose. Ça marche pas comme ça, la vie. Ni la psychologie, ni l'ethnie. C'est absurde, cette position woke-là, de juste vouloir complètement nier le processus de guérison et de façon radicale se présenter comme « Ben, moi, je suis pas raciste du tout! » Tu l'es, tu le sais juste pas. Même si tes positions politiques le sont pas, t'as des réflexes en dedans de toi par rapport aux étrangers. C'est naturel, c'est normal. Don't fight it, heal it slowly. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui m'amène finalement à l'agréabilité, que vous allez voir était quand même assez lié au neuroticisme, c'est la tendance à vouloir plaire aux autres. Souvent, les gens vont le voir d'une façon très positive, lui. Mais comme je dis, ils sont très liés, l'agréabilité et le neuroticisme. Le neuroticisme, c'est la tendance à voir les choses de façon négative. L'agréabilité, c'est la tendance à vouloir plaire aux autres. Le problème, c'est que quand tu veux plaire aux autres, tu mets ton bonheur en dehors de toi. Tu le mets dépendant de ce que les autres pensent de toi. Donc le problème avec l'agréabilité, qui est une mesure statistiquement vraiment plus forte chez les femmes, c'est qu'il va y avoir un certain sacrifice de soi pour l'autre, ce qui est noble. Encore une fois, on ne le veut pas à zéro. Mais qui va faire que la personne va avoir tendance à manquer des opportunités. Par exemple,
il y a certains auteurs qui vont penser que oui, il y a des injustices historiques qui font en sorte que les femmes peuvent avoir des inégalités salariales, mais il y a aussi la façon que la femme elle-même va négocier. On va le voir, mettons, dans l'achat d'un auto usagé. On va dire, ah, tu sais, les vendeurs de chars sont plus crosseurs avec les femmes qu'avec les hommes. Mais c'est aussi que quand l'acheteur vient puis qu'il est un homme, il va plus tenir son bout parce qu'il va moins vouloir être gentil avec le vendeur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, la tendance à vouloir être gentil peut devenir problématique pour soi. Tu peux te faire abuser à cause de ça. Puis là, oui, on peut voir des situations conjugales de oh, je l'aime, puis tu sais, je veux pas être méchant, puis je veux pas appeler la police contre lui. Puis la pauvre femme, elle se fait tuer après. Donc, est-ce que c'est de sa faute à elle qu'elle se fasse tuer? Non. L'idée est pas là. L'idée, c'est que si elle avait un peu plus de méfiance, puis un peu moins de désir de plaire à l'autre, elle aurait vu l'évidence qu'elle était devant quelqu'un de dangereux pour sa vie. Et donc, l'agréabilité, c'est quelque chose qu'on veut en général diminuer. Encore une fois, il y a des gens qui devraient l'augmenter. Mais de façon générale, surtout chez les femmes, on va voir une propension à trop vouloir être gentil envers l'autre, parler de météo, etc. Je parle des femmes juste parce que c'est vrai statistiquement, mais beaucoup d'hommes sont dans la même situation. De plus en plus d'hommes, je dirais, surtout dans des sociétés comme le Québec, où il y a vraiment une tendance à vouloir être fin, puis gentil, puis piler sur ses valeurs, à la limite mentir pour éviter le conflit. Tu sais, je sais pas, moi, mettons, quelqu'un qui a porté le masque puis qui est vacciné va rencontrer un anti-masque, puis là, l'anti-masque va partir, hey, je te dis, nanana. Ça se peut que la personne vaccinée qui trouve ça n'importe quoi ce qu'elle est en train de dire fasse comme ben oui, je comprends ce que tu veux dire, tu sais, juste parce qu'elle veut pas déranger. Fait que l'agréabilité, puis peut-être c'est correct dans cette situation aussi, parce que peut-être si elle l'avait pas faite, pour d'autres raisons qu'on a parlé tantôt, elle se serait fait péter la gueule par la personne folle devant elle. Sauf que, ultimement, là où je veux en venir, c'est que, malgré tout cela, ultimement, il faut qu'elle parle et qu'elle donne sa vraie opinion. Il faut qu'elle dise si elle est malheureuse dans une situation. Il faut qu'elle soit capable de quitter une job même si son boss dit non, on a vraiment besoin de toi. Si cette job-là est toxique pour toi et t'es pas bien là-dedans, va-t'en. Donc bref, l'agréabilité et le neuroticisme, on a tendance à vouloir les baisser parce qu'on veut voir la vie moins de façon uniquement négative et on veut moins vivre pour plaire aux autres et plus pour nous, qui peut ressembler à l'introversion, par exemple. Mais ce n'est pas l'introversion, cette agréabilité-là de vouloir s'occuper plus de notre intérieur que de l'extérieur. Euh, comme je disais, l'ouverture, la conscienciosité puis l'extroversion, ça a plus rapport à comment ton mental interagit. Puis l'agréabilité puis le neuroticisme ont peut-être un petit peu plus rapport à tes nœuds émotionnels. Donc, d'une certaine façon, on veut un petit peu augmenter une direction du mental vers l'ouverture, la conscienciosité, la discipline et l'extroversion et nos émotions peut-être un peu plus les ramener au niveau de vouloir plaire aux autres et de voir le côté uniquement négatif des choses. C'est le modèle Océan, un des plus solides du point de vue de la psychologie. Je voulais vous le présenter. C'est facile à lire sur Wikipédia ou whatever. The Big Five en anglais. Plein de littérature là-dessus. Et c'est un outil extrêmement simple parce que tu peux facilement voir dans une situation c'est lequel de ces 5 variables-là qui est en train de jouer puis dans quelle direction tu veux l'amener. Je trouve que c'est un outil extrêmement pratique que si on le pratique un peu, là, Océan, puis on regarde les situations en fonction de ces 5 variables-là, l'ouverture, la conscienciosité, l'extroversion, l'agréabilité et le neuroticisme, on peut se dire que, ah, ok, de là, je suis peut-être trop neurotique en ce moment dans ma position, ou, tu sais, je suis peut-être pas assez consciencieux par rapport à ce qui se passe. Bref, amusez-vous avec ça.